Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Après le lancer du disque, place au lancer du javelot. Cette épreuve rappelle curieusement la chasse et la guerre. Au gymnase, les athlètes, comme je vous ai expliqué, se sont entraînés au tir avec des cibles, mais ici, c'est la puissance du jet qui fait la différence. Le javelot en bois de pin, fin et long, mesure entre 1,50 m et 2 m, ce qui est énorme. Il se termine par une pointe en bronze, très effilée. Le lanceur tient son javelot grâce à une longue lanière de cuir d'environ 40 cm, enroulée au milieu de la hampe, qui se termine par une boucle pour introduire 2 doigts. Elle sert de propulseur et elle augmente, si vous voulez, le mouvement de rotation du projectile. Chaque athlète lance son javelot, le bras lanceur replié en arrière, l'autre tendu en avant, et dans la posture habituelle du sportif marathonien. De marathon, pas de celui qui fait le marathon, vous avez compris. Donc il prend son élan, court à vive allure jusqu'à la balbisse, il s'immobilise et il projette à ce moment-là sa lance dans un mouvement qui tend tous les muscles de son corps. Les distances sont mesurées avec les mêmes petits piquets utilisés juste avant pour le lancer du disque. Et vous êtes en train de vous dire, bon, il y a dû y avoir des accidents. Oui, les accidents mortels ne sont pas rares. Souvent, c'est la maladresse du lanceur ou parce qu'un imbécile traverse le champ de tir à ce moment-là. Il faut être particulièrement idiot. Et puis vient le saut en longueur. Cette fois, les athlètes doivent projeter tout leur corps en avant le plus loin possible. La ligne de départ est matérialisée par une poutre disposée sur le scama, une zone du stade délimitée par une ligne tracée au sol. Encore une fois, c'est ce qu'on a aujourd'hui. À cet endroit, la terre a été travaillée à la pioche, puis sablée pour la rendre plus souple et parfaitement égalisée de manière à pouvoir justement y relever les empreintes. Là encore, nous n'avons rien inventé. Le premier concurrent s'avance, portant ses propres haltères. Ses poids pèsent chacun 2,5 kg, troués pour former des sortes de poignées qui facilitent leur maniement. Et si à l'entraînement, elles servent lors des exercices d'échauffement et de musculation, eh bien ici, elles sont utilisées pour améliorer les performances. L'athlète exécute son saut au rythme de la double flûte. Il se propulse droit devant lui en 5 appuis successifs, sans interruption. Ses bras effectuent un mouvement de balancier, accentué par le poids des haltères qu'il projette en avant. Le coureur peut comme ça allonger les distances par rapport au premier saut. Ça, c'est ce qui a changé aujourd'hui. Au moment de la dernière descente, il fait passer les haltères derrière lui, puis il les laisse tomber, tandis qu'il se réceptionne sur le scama, jambes pliées, bras allongés pour assurer son équilibre. Le point de chute est donc marqué par le canon. Le saut n'est recevable que si l'athlète se réceptionne debout, les pieds parallèles. De sa voix de stentor, le héros annonce le résultat, 55 pieds, soit plus de 17 mètres. Aucun adversaire n'arrive à faire aussi bien. L'après-midi s'achève par la lutte. Le vainqueur du pentathlon est celui qui remporte au moins 3 victoires sur les 5 épreuves, dont la lutte. Le prix revient au disco-ball qui a gagné non seulement les 3 épreuves de lancer, mais aussi celle de la lutte. Cette belle polyvalence lui vaut d'être longuement acclamé par les spectateurs que vous imaginez enthousiastes. Alors le lendemain, nos amis sont de retour au stade et où vont se dérouler les épreuves de combat. Le public manifeste un enthousiasme particulier. Ce sont des compétitions très physiques, très violentes. Les concurrents, encore une fois, sont regroupés en classes d'âge, les juniors, les adultes. En revanche, il n'existe pas de catégorie de poids. Sauf que les lutteurs ne sont pas tous des colosses. Le combat au corps à corps demande en réalité plus de souplesse et de rapidité que de force. Les athlètes s'affrontent par paires sur le scama. La compétition commence à midi. Vous imaginez la chaleur accablante. Le guide apprend à Philippos que le grand mathématicien Thalès, qui était un passionné de gymnastique, avait été retrouvé mort à 78 ans de déshydratation au stade, victime de la canicule, alors qu'il assistait à une épreuve de lutte au moment de la 58e Olympiade en 548 avant notre ère. Le fameux Thalès, avec son théorème. Écoutez, moi, à l'époque, si j'avais su ça, j'aurais été très content. Parce que franchement, le théorème de Thalès m'a fait souffrir. Bref, les athlètes attendent patiemment qu'on les appelle, à l'ombre d'un portique. Pour eux, ils sont tous impatients d'en découdre. Je plaisante pour Thalès, bien sûr. Il y a 3 sortes de luttes, la palée, le pancrace et le pugilat. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La palée apparaît en 708 avant notre ère. Les concurrents doivent faire tomber 3 fois leur adversaire au sol pour obtenir la victoire.
La pygmée, le pugilat, est considéré comme l'ancêtre de la boxe anglaise. Cette lutte à coups de poing, c'est la plus violente des 3 sortes de combats antiques. Les athlètes portent des lanières en cuir autour de leurs mains qui peuvent être renforcées par, écoutez bien, des pièces de métal. Elle égale en violence le pancrace, littéralement toute force, un mélange de boxe et de lutte où tous les coups sont permis. La palée, dont le nom complet est orthopalée, c'est-à-dire la lutte debout, c'est un combat, à main nue qui se déroule en 3 manches au cours desquelles chacun doit mettre son adversaire au sol. L'objectif, c'est de l'obliger à se déclarer vaincu, ce qui exige un entraînement intensif et une tactique de travail sur les bras. La légende prétend que les plus grands héros comme Héraclès et Thésée s'y sont illustrés. Tous les Grecs pratiquent ce sport dès leur plus jeune âge. C'est donc une véritable institution dans la vie quotidienne des Grecs. Platon encourageait ses disciples à pratiquer ce sport parce qu'il disait « L'orthopalée qui apprend à fléchir le cou, les mains et les flancs et qui travaille à nous donner de la force et de la santé avec émulation de manière honorable, il ne faut pas la négliger parce qu'elle est utile pour toutes ces raisons. Et quand nous traiterons ces points dans nos lois, nous recommanderons aux maîtres de donner sur tout cela des leçons à leurs élèves avec bienveillance et aux élèves de les recevoir avec reconnaissance. » Il dit ça dans ses ouvrages. Il ne faut pas oublier que la lutte qui va opposer Ulysse et Ajax au moment des funérailles de Patrocle, c'est écrit dans l'Iliade par Homère. Alors, il est midi, les juges appellent ceux qui vont concourir pour le tirage au sort, qui doit former les paires de combattants. Sous le contrôle d'un Élanodis, on apporte un vase en argent consacré à Zeus et on y jette des petits morceaux de bois, pas plus grands qu'une fève, sur lequel a été gravée une lettre de l'alphabet. Les 2 premiers copeaux portent la lettre A pour alpha, les 2 suivants B, bêta, gamma, etc., etc. Mais comme les lutteurs sont en nombre impair, il faut ajouter un morceau de bois inscrit de la lettre delta et un pion puisqu'elle n'aura pas son correspondant. Les athlètes s'avancent les uns après les autres, plongent leurs mains dans le vase pour tirer un pion. Un mastigophore, c'est un appariteur armé d'un fouet, arrête leurs mains pour les empêcher de lire la lettre qu'ils viennent de tirer. Quand le tirage au sort est terminé, un juge fait le tour des hommes prêts à combattre, rangés en cercle, et désigne ceux qui ont pioché la lettre A, et ainsi de suite, dans l'ordre des lettres. Le chanceux qui a tiré le delta reste assis, il est ce qu'on appelle un éphédros, celui qui est assis pendant que ses concurrents luttent. Il a donc l'avantage parce qu'il sera encore frais quand il devra lutter à son tour contre un adversaire déjà épuisé par son combat précédent. D'ailleurs, certains vainqueurs préfèrent préciser qu'ils ont triomphé sans avoir été éphédros. Les 2 premiers lutteurs, un Thébain et un Argien, se dénudent, s'enduisent là encore le corps d'huile, puis se roulent par terre pour le recouvrir de sable, pour que leur adversaire ait moins de prise quand il portera ses attaques. Ils se tiennent debout, face à face, solidement campés sur leurs jambes, légèrement fléchis. Au signal, ils se jettent l'un contre l'autre comme des béliers, les bustes s'inclinent, les fronts se touchent, les mains s'agrippent l'une à l'autre. Après cette première phase d'engagement, ils s'empoignent par les bras, cherchent la meilleure prise, tentent d'attraper l'adversaire par les épaules ou par la taille. Tantôt, front contre front, ils se poussent avec une fureur égale, s'épuisant en efforts inutiles. Tantôt, ils se secouent dans des échanges violents, s'entrelacent comme des serpents, s'allongent, se plient en avant, en arrière, sur les côtés. Le Thébain tente de soulever son adversaire. Il plie sous son poids et les 2 hommes tombent, se roulent dans la poussière à nouveau, prennent tour à tour le dessus. Quelle rapidité, mais quelle endurance et quelle détermination pour aller jusqu'à la victoire. À la fin, le Thébain réussit à surprendre l'Argien en entrelaçant ses bras et ses jambes. Il fait une double clé de tête, qu'on appelle aujourd'hui full Nelson au catch, le maintient sous lui, le serre à la gorge et le force à se reconnaître vaincu. Le combat s'achève alors sur ce coup implacable. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.